Bienvenue dans l'émission 94 degrés à l'ombre, l'émission romantiquement anticarcérale. Moi, je m'appelle Camille. Et vous, comment vous appelez-vous ? C'est Oscar le romantique. Moi, c'est Tim. Orman le déterre. Oh. Moi, c'est Wave. Ok. Pour commencer cette émission, nous refaisons une introduction, car nous avons oublié d'enregistrer au début. J'espère que vous nous pardonnerez. Afin de bien débuter cette émission, qui a pour but l'abolition de toute forme de prison, nous souhaitons passer un appel à Marie Aimant. Lewin, c'est à toi, je crois. Allez, Lewin. Salut à toute l'équipe. Merci pour votre réponse qui m'a fait trop plaisir et beaucoup rire. Nous ne sommes plus dans la même cellule avec Jade, mais je continue à vous écouter chaque dimanche quand même. Je vous écris désormais en mon nom uniquement. Lol. Super beau dessin. Quel talent a celui ou celle qui l'a fait. Je demanderai à mon pote Julien, celui qui laisse les dédicaces, de vous envoyer une photo de moi. Sinon, vous pouvez me trouver sur Facebook. Pour me décrire un peu plus psychologiquement, je suis passionnée de pole dance et d'automobile. J'aime les parcs d'attractions, l'univers Disney, l'univers Marvel et le sport. J'ai beaucoup d'humour et d'autodérision. J'adore les films et les séries, mais pas d'horreur. J'ai 2 enfants de 17 et 5 ans. Je suis curieuse de tout, hyper sociable et avide de découvrir de nouvelles choses. J'ai une petite dizaine de tatouages, dont un sur le bras entier et un autre qui part du pied jusqu'aux côtes. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère de nouveau recevoir une réponse de votre part. Merci encore pour ces bonnes vibes chaque dimanche. Bisous, Amélie. Merci beaucoup pour cette lettre et cette transmission de recherche d'homme parfait. Et pour une fois, je vais faire la petite balance. L'auteur du dessin qui était sur la lettre décernée à Amélie, c'est net autre que Sauterelle. Sauterelle, on t'a cramé. On t'a cramé. Eh bien, merci pour cette courte introduction. Et nous vous laissons avec notre émission 94 degrés à l'ombre. L'émission contre toutes les prisons. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook si vous voulez son numéro, son 06, son 07. Et on peut en profiter pour vous rappeler comment on fait pour nous contacter. Déjà, vous pouvez nous appeler tous les dimanches entre 10h30 et 11h45, parce qu'avant on dort, au 02 99 52 77 66. On peut dire que c'est un peu notre téléphone rose. Également, vous pouvez nous trouver sur la page 94 degrés à l'ombre, donc c'est le nom de notre émission, sur Facebook. On est très très chaud d'ailleurs. On est très très chaud et on vous répondra avec des messages plein romantiques. D'amour et de douceur. Plein de chaleur. De chaleur. Et aussi, s'il y a d'autres personnes qui veulent faire trouver des l'amour. demandes, trouver l'amour, on reçoit les demandes aussi. Ouais. On est ouvert. On tirera quelques flèches de Cupidon. Aucun problème. N'hésitez pas à faire toutes vos demandes et elles seront transmises à l'antenne. Et qui sait, peut-être que le prince charmant, tant convoité, sera à l'écoute. Et si vous êtes dans la même situation qu'Amélie, c'est-à-dire que vous êtes en prison, vous pouvez nous envoyer des lettres au 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Le nom c'est Canal B, émission 94 degrés à l'ombre. Donc ça c'est pour nous contacter par lettre. Et aussi par mail aussi, vous voyez on a plein de moyens de contact. C'est 94 degrés à l'ombre @protonmail.com, c'est ça ? Ouais. Donc 94 en chiffres. Ah, il y a une autre musique qui s'est lancée. Bon, on s'écoute une autre musique. 94 en chiffres et le reste tout attaché en lettres, sans espace, sans majuscule, sans rien du tout. Voilà. Et Tim, tu voulais nous lire une petite brochure après cette douce introduction. Je coupe la musique alors. Vous partagez un petit extrait de Murmure, qui est un bulletin apériodique, à prix libre, autonome, et qui parle de lutte contre la tôle. Et du coup, c'est une partie de la brochure qui recense tout un tas d'actions militantes contre la tôle qu'il y a eu dans le monde ces dernières semaines, ces derniers mois. Je vais pas tout vous lire parce qu'il y en a beaucoup qui sont recensés et c'est super intéressant d'ailleurs. Donc c'est des très courtes présentations de
d'un événement. Si vous voulez trouver plus d'infos sur ce qui s'est passé, vous pouvez regarder sur internet, etc. Du coup, 3 juin, Karachi au Pakistan, environ 200 personnes profitent d'un tremblement de terre pour s'évader par la grande porte. Dans la fuite, l'un d'eux est tué par un maton. Une centaine est repris plus tard et une douzaine de matons sont blessés au total. Il faut savoir que la prison de Karachi compte environ 5000 détenus. 6 juin, à Versailles, dans les Yvelines. Vers 21h30, au tribunal, un jeune homme en attente de savoir s'il va être placé en détention provisoire ou non demande à aller aux toilettes. La presse ne dit pas comment, mais il en profite pour descendre les 3 étages du tribunal et pour s'enfuir. Plus tard, vers minuit, il sort d'un buisson et force un homme à le conduire en voiture à la gare. Sa piste est ensuite perdue. 7 juin, à Mayence, en Allemagne. Une camionnette de police est incendiée pour dénoncer les politiques racistes. 8 juin, à la prison de Trousdale, aux États-Unis. Dans la nuit, des centaines de détenus prennent le contrôle d'une partie de la prison et 3 matons en otage. Ils résistent à l'intervention policière à coups de couteau, mais à l'aube, la police reprend le contrôle. 9 juin, à Ducos, en Martinique. Une trentaine de personnes bloquent la promenade au centre pénitentiaire. Une quinzaine d'entre eux acceptent de regagner leurs cellules après des négociations. Et plus tard, les autres doivent affronter une 60aine de gendarmes et leurs grenades lacrymogènes. 12 juin, à New York, aux États-Unis. Plus d'une centaine de voitures de police sont cramées en solidarité avec les manifestants anti-ICE, ICE étant la police de l'immigration aux États-Unis. Et du coup qui est en ce moment très médiatisé. Les habitants aux États-Unis se mobilisent énormément contre cette police. Donc il y a vraiment ce qui est assez chouette à voir, c'est que l'opinion publique aux États-Unis est vraiment contre cette police qui mène des raids, notamment dans les écoles, dans les lieux de travail, pour aller interpeller des gens qui seraient présumés sans les papiers, mais du coup globalement ils vont interpeller un peu au hasard les Noirs et les Arabes et les Mexicains. Et voilà. Et 13 juin, à Delaney Hall aux États-Unis, une 50aine de prisonniers enfermés dans un centre de détention par l'ICE se soulèvent, allument des feux et cassent un mur. 4 d'entre eux parviennent à s'évader, bien aidés par la manifestation en cours à l'extérieur de l'atoll. Les manifestants bloquent une partie des renforts et essayent de pénétrer dans la prison, déstabilisant le dispositif de sécurité. Je pense que je vais m'arrêter là pour les petites brèves, il y en a beaucoup, mais ça peut donner une idée des modes d'action, de lutte, de révolte qui peuvent exister contre la tôle. Merci Tim. Merci pour cette lecture Tim. Et merci Murmure de nous avoir envoyé cette brochure. C'est trop chouette, on la reçoit je crois tous les mois ou tous les 2 mois, je sais pas trop, mais... Là c'est le numéro 9 de novembre en tout cas. N'hésitez pas si vous voulez qu'on vous l'envoie aussi, c'est totalement possible si vous êtes en tôle, etc. Vous pouvez nous envoyer un message ou nous faire parcourir que vous la voulez, on pourra se la procurer et vous l'envoyer aussi. Voilà, et puis oui, c'est clair que c'est des moyens d'action totalement dégueulasses. Quand on voit là ça relate un peu ce qui se passe à l'étranger, mais les systèmes et les protocoles et les moyens d'agir sont exactement les mêmes en France. Donc et quand tu vois que aux États-Unis cette politique du tout répressif en fait elle a directement mené à une explosion de la délinquance et de la criminalité, et parce que les gens ils réagissent tout simplement à des injustices en fait qui sont orchestrées et menées par les services de police et l'administration pénitentiaire, parce que voilà, donc en fait on reproduit exactement la même chose en France, et tous les gens qui se plaignent là de l'insécurité, allez vous plaindre à vos gouvernements, à votre gouvernement en fait qui a rien compris au film et qui est en train de faire un Chicago dans notre rue. Et c'est pas les gens, hein. C'est les gens au pouvoir qui sont responsables de ça. Donc allez vous plaindre à eux. Mais d'ailleurs, en parlant de répression, en venant dans les studios, Norman, tu nous as parlé ce matin de fouilles généralisées dans les cellules. Oh là. Est-ce que ça te dirait de nous faire un petit point là-dessus, ou je sais pas comment tu voudrais qu'on procède? Alors moi, tu sais, comme je t'ai dit au début, je prépare plus rien du tout. En freestyle quoi. Je pars en impro total, en freestyle.
parce qu'il y a tellement de choses à dire, et notamment là sur l'actualité, c'est ce harcèlement en fait qu'on vient pour casser les cellules sous la houlette et l'impulsion de Monsieur Darmanin. Les Darmanin-dingueries, comme on dit. Voilà, les Darmanin-dingueries. Alors lui, j'ai jamais vu un clown comme ça en garde des Sceaux. D'ailleurs, je pourrais d'abord qu'il s'inquiète un peu parce qu'il a été quand même été inquiété pas mal de fois pour des actes répréhensibles. Monsieur Darmanin qui fait taire en fait ces questionnements en fait. C'est quand même des choses graves qui lui ont été reprochées. Et voilà, on fait taire à coup d'HLM, on offre des HLM, on fait marcher la planche à billets gouvernementale pour bien éteindre en fait les accusations qui ont été portées contre ce cher monsieur. Et voilà, maintenant aujourd'hui ce cher monsieur en fait a décidé de s'en prendre aux personnes incarcérées. Pour qui, pourquoi, on n'en sait rien. C'est pas la première fois qu'ils s'en prend aux personnes incarcérées. Non, mais c'est juste sa façon là en ce moment là de venir casser toutes les cellules, comme si toutes les cellules c'était des trafiquants quoi. Excusez-moi, mais il y a plus de trafiquants dans l'administration pénitentiaire que du côté des détenus, parce que soi-disant qu'il n'y aura plus aucun téléphone au 1er janvier. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, parce que en fait les agents qui procèdent aux fouilles, c'est les mêmes agents. Il y a dans ces équipes-là, il y a certains agents qui se frottent les mains parce que c'est un moyen formidable pour eux de faire re-rentrer du téléphone et des stupéfiants qui ont été saisis quelque peu auparavant. Et voilà, c'est les voyous de la pénitentiaire en fait qui se frottent les mains en ce moment-là. Donc, et puis quand on voit qu'on fait intervenir les ERIS, pour rappel, ceux qui ne savent pas ce que c'est, ERIS, c'est la CRS de la pénitentiaire. Pour vulgariser en fait, pour que tout le monde comprenne bien, c'est des gens qui aiment taper. Voilà, même si vous êtes pacifiste, que vous n'avez rien fait, ils vous rentrent dedans et après ils causent. Et voilà, ça c'est juste plus possible. Et puis qu'on vient surtout décorer. Alors ça m'a vraiment fait halluciner. On décore les agents qui viennent casser, qui viennent faire on donne des médailles à ces gens-là. Donc, mais à quel moment ? Surtout que moi j'ai déjà été témoin des surveillants qui ont sauvé la vie de détenus et jamais aucune ligne dans les médias, aucune médaille. Mais on vient décorer et récompenser qui ? Les petits, voilà. Pour donner quelques chiffres, donc il y a 50 établissements pénitentiaires qui ont été fouillés ces derniers temps, avec du coup 1700 détenus qui ont vu leurs affaires mis sans dessus dessous quoi. Et tout ça grâce, comme tu le disais, à notre cher Darmanin qui est, pour rappel, un profond misogyne. On l'avait vu par rapport à ses interventions à la télé. Un mec qui est clairement d'extrême droite et qui traîne et qui fricote avec l'Action française par exemple. Du coup, ce n'est plus à prouver à quel point il a une espèce de nostalgie pour Pétain quoi. Voilà. Je précise juste aussi que les 1700 cellules fouillées, ça c'est les chiffres du gouvernement et que je pense que concrètement il y a sûrement plus de dingueries qui sont faites. Mais oui, et que ça là c'est juste les chiffres officiels du gouvernement qui datent du 10 décembre, ce que j'ai vu. Et donc là on parle de l'opération XXL de son nom, qui a commencé le 25 novembre et qui va terminer le 31 décembre. Donc force à tous les détenus. Ça finit à la fin du mois, mais sûrement qu'il y a de nombreuses cellules qui vont encore être fouillées. C'est un effet d'annonce, ça. Et puis pour rappel, les fouilles intégrales qui sont totalement interdites, voilà, il y a eu une intervention de la Cour européenne des droits de l'homme qui a formellement interdit les fouilles intégrales. Mais l'administration n'a que faire en fait de ces interdictions et elle viole la loi au quotidien quand il y a des détenus qui sont fouillés 3 fois par semaine totalement nus et en plus non contents de les mettre à poil, on se fout de leur gueule en équipe. Voilà, donc ça aussi il faut le dire. Voilà, stop aux fouilles intégrales qui sont totalement illégales. Et du coup, avec toute cette opération de fouille, il y a des centaines, j'ai plus les chiffres, mais de téléphones qui ont été piqués. Et sachant que les détenus déjà ont pas trop d'accès à l'extérieur. Moi, je pense aussi au fait que on parlait il y a pas très longtemps que les détenus ne pouvaient plus se procurer de radio.
et que maintenant les téléphones ça devient de plus en plus compliqué, du coup ça limite grave l'accès à l'extérieur de la prison et ça limite et ça fait aussi que les détenus ont plus d'intimité aussi. Déjà, D'ailleurs, on l'a bien vu sur la lettre d'Amélie, on l'a reçue aujourd'hui. Ça fait 1 mois qu'elle a été envoyée. Hein. 1 mois pour recevoir une lettre, alors que normalement ça prend 2 jours. Alors je sais que l'administration c'est pas des flèches, mais quand même là c'est abusé. Et peut-être pour se rendre compte de la violence que c'est aussi, faut avoir à l'esprit que pour des prisonnières, la cellule c'est un domicile en fait, c'est un lieu de vie. Du coup c'est exactement comme une perquisition de domicile quoi, avec ce que ça implique en termes de fouilles d'objets personnels, intimes, les photos, les lettres. Concrètement ouais, c'est les domiciles des personnes qui vivent dans les cellules quoi. Et à l'extérieur les perquisitions elles sont quand même un peu encadrées dans le sens faut avoir des raisons de perquisitionner, faut des fois l'autorisation du procureur etc. Il n'y a pas du tout. Il n'y a pas du tout dans là c'est genre la seule condition c'est une décision de l'administration pénitentiaire de la direction de perquisitionner quoi. Normalement en fait selon le texte de loi, parce que moi je l'ai lu, ça doit être une fouille de cellule, une fouille intégrale, doit être motivée par le chef d'établissement. Ça veut dire que si le chef d'établissement a un soupçon sur toi, elle peut ordonner une fouille de cellule. Mais c'est tout, basta. Ça veut dire que les surveillants, comme Porky et Ducon, qui opèrent à des cellules, des fouilles de cellules et des fouilles intégrales, parce qu'ils l'ont décidé, merci l'abus de pouvoir, merci la violation de la loi, et clairement, il y a des agents pénitentiaires qui n'ont rien à faire avec un uniforme sur le dos, notamment ces 2 petits cons là. D'ailleurs, je m'avais occupé de leur cas là. Je pense que 2026, je pense que 2026 sera une année pleine de projets. Ouais, je pense qu'ils font bien de profiter de Noël 2025 et de la nouvelle année, parce que je pense que ça va terriblement s'assombrir quand ils vont passer au tribunal et qu'ils vont devoir répondre à quelques questions. Voilà. Mais dédicace à vous. Préparez bien ce que vous allez dire. Mais nous, voilà, on sait, il y a des témoins, il y a des caméras. Vous avez été grillés sur toute la ligne. Et je vais me faire un plaisir, je vais me frotter les mains dans la salle d'audience et voilà, vous dire un peu de quelle façon on respecte les conditions humaines et surtout les gens. Hein, c'est pas parce que tu as un uniforme sur le dos que tu dois distribuer des claques et faire le cow-boy. Voilà, et puis tu voulais intervenir, Tim ? Non, il y a beaucoup de récits de prisonniers-prisonnières qui racontent que leurs objets personnels sont souvent détruits ou abîmés. Ah oui, des photos déchirées, etc. Ça peut exister aussi dans certaines perquisitions à l'extérieur des tôles. Mais ça a l'air très généralisé en prison de saccager la cellule, quoi. C'est automatique. Ça veut dire que quand tu sais que tu es en train de te faire casser ta cellule, tu sais déjà, c'est plus une surprise quand tu es détenu, que tu vas tout retrouver en miettes au milieu de la cellule. Et le sel vidé, le café vidé, les pâtes vidées, et voilà, déjà que tu galères à cantiner, et bien en plus ils te pulvérisent tes cantines. Donc voilà, quand on entend dans la presse, là c'est une fouille de cellules, mais quand on entend dans la presse qu'un surveillant s'est fait pris une baffe par un détenu, ou que voilà, il y a eu des échauffourées entre détenus et surveillants, croyez-moi que c'est pas dans leur intérêt de se faire remarquer. Il y a des surveillants qui abusent de leur pouvoir, et il faut pas venir s'étonner outre mesure qu'ils prennent quelques pancartes. Voilà. Et là, l'opération XXL de Darmanin dont on parle, elle concerne toutes les prisons de France, toutes les maisons d'arrêt, c'est vraiment un truc généralisé. Oui. Je me disais qu'on pouvait passer à un autre sujet, si ça vous va. Moi, je proposais qu'on fasse un truc un peu plus léger, qu'on lise un texte écrit par Aurélie, du coup, là, une détenue qui est au CPF de Rennes, qui nous écrit... C'est quoi le CPF ? Le centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. On a déjà lu un de ces textes en début d'émission et on proposait d'en lire un deuxième là. Big up à toutes les meufs du CPF. D'ailleurs, on n'était pas sûr parce qu'on a reçu plein de textes de la part de tes parents, je crois, ou de ta famille en tout cas, et on n'était pas sûr de si c'était fait exprès qu'il y en ait beaucoup, s'il fallait qu'on en choisisse et tout. Du coup, n'hésitez pas à préciser la prochaine fois si vous aviez une préférence sur quel texte vous préférez qui passe à l'antenne. Voilà. Et ça fait toujours plaisir de vous avoir au téléphone tous les dimanches. Et n'hésitez pas à faire comme ces personnes et à nous appeler, à diffuser des musiques, à envoyer des textes, à faire perdurer la communication qu'on essaye de maintenir avec l'intérieur, même si c'est hyper compliqué et qu'on n'arrivera jamais à joindre tous les détenus de Rennes. Mais si on peut faire déjà
un minimum, c'est cool. Voilà. Est-ce que vous êtes prête pour lire le texte ? Un oiseau s'est posé sur mon épaule, d'Aurélie. Un oiseau s'est posé sur mon épaule ce matin, alors que j'admirais mon jardin. Je fus surprise, ne m'attendant pas à ce qu'il soit sur moi. Car d'habitude, cet oiseau ne m'approche pas. J'ai essayé de l'apprivoiser à plusieurs reprises, en vain. Mais ce matin, je ne l'ai pas vu autour de moi. Je ne l'ai donc pas rappelé. Ne l'apercevant pas, je m'apprêtais à rentrer dans ma maison lorsque j'ai senti quelque chose se poser sur mon épaule. J'ai tourné la tête et c'était lui, mon oiseau. Je n'ai pas trop bougé, de peur qu'il prenne la fuite. Alors je me suis promenée entre les différentes fleurs et arbres fruitiers de mon jardin, tout en lui parlant. Ceux-ci, ce sont des âges déjà saintes. Là, un pommier. Peut-être me diriez-vous que je suis folle de parler à cet oiseau. Qu'importe. Cela me faisait du bien. Je l'ai fixé droit dans les yeux, et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de prendre son envol. Vole, 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 mon petit oiseau. À bientôt. Reviens quand tu veux, lui lançai-je. Vais-je te revoir ? Merci beaucoup pour cette lecture. C'était hyper doux. Wow. Et j'ai hâte d'entendre un prochain poème la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Merci Aurélie, si tu es derrière ta radio, pour le partage de ces textes toujours puissants et pleins d'émotions. Et c'est cool. En tout cas, ça nous fait plaisir et je pense qu'il n'y a pas qu'à nous que ça fasse plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui pourront être un peu touchés par tes écrits. En tout cas, continue et force à toi Aurélie. Moi, pour continuer sur cette bonne lancée de parler de prison, j'aimerais... De prison. De prison. C'est la prison, mais avec les yeux, c'est la prison. Prisieux. Moi, j'aimerais vous partager une vidéo, du coup, ça pousse à être un audio que j'ai trouvé sur Insta, qui parle un peu de Sarko. Je pense que vous êtes bien au courant du fait qu'il a passé 21 jours en prison. D'ailleurs, il a écrit un magnifique livre sur la prison. Et ben justement, tu m'introduis très bien. Ah bon? Ça parle de son livre et ça se fout un peu de sa gueule et c'est cool. Et ça, c'est un prof universitaire qui s'appelle Laras Bay, qui est globalement beaucoup branché sur l'antiracisme et les luttes plutôt LGBT queer, parce que du coup c'est un homme racisé et c'est un homme gay. Et du coup, là, c'est pas forcément l'objet de son propos, mais en tout cas, si ça vous intéresse ces sujets-là, allez sur Instagram, c'est Laras Bay. C'est parti, on s'écoute ça. C'est en train de charger. Ah oui, je veux bien que tu allumes le son, s'il te plaît. Alors... Sarkozy sur son passage en prison. Alors je l'ai pas acheté évidemment, je l'ai lu à la librairie et j'ai acheté un autre livre pour compenser le temps passé là-bas. Alors, qu'est-ce qui joue dans ce texte? On va pas parler du style parce qu'il y a du passé simple, 2 subjonctifs, 3-4 formules et ça se prend pour La Rochefoucauld et Chateaubriand. D'abord ce qu'il fait c'est qu'il transforme la prison en épreuve spirituelle. Il prie, voit le prêtre, il se confesse. Faites ça quand vous êtes musulman, vous serez accusé de radicalisation. Si la prison c'est pas un lieu d'enfermement, il la compare explicitement à la mer et au désert. En fait c'est un ermitage, c'est une cellule mais monastique. Et il va se mettre en scène comme le sage stoïcien qui observe sans céder, comme si l'épreuve révélait non pas l'homme, mais l'élu. Ok. Et pour ça, il va adopter la posture de la confession chrétienne, qui est un genre littéraire très vieux de Saint-Augustin à Rousseau. Mais c'est une confession sans faute ici. Il parle d'introspection, de vérité, de silence, de famille, mais jamais pour se remettre en cause. La confession sert à prouver ici qu'il a toujours eu raison. Ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il géographise la prison. Elle devient un espace séparé, protégé culturellement, distingué de la masse carcérale. Il trace une frontière spatiale, culturelle, sociale, raciale entre l'homme lettré qui écrit en silence et les autres qui hurlent, menacent et s'agitent. Chez lui, écrire prouve sa maîtrise et chez les autres, parler prouve leur dangerosité. Troisième point, les bons moments. Il raconte les visites, l'émotion, les petites joies comme preuve que l'institution peut être belle. Et si un détenu ordinaire disait la même chose, on crierait au scandale, au Club Med, à la complaisance. Le privilège, il est là, dans le droit de raconter la prison comme autre chose que de la souffrance. Quatrième point, la famille comme église domestique. Car là, l'amour, les lettres, la fidélité,
C'est un sacrement qui valide l'homme. Ce que ça dit en creux, c'est que ceux qui n'ont pas ce cadre naturel, famille standard, blanche, bourgeoise, catholique, sont condamnés à incarner l'inquiétude auprès du public. Le salut, il n'est pas universel, il est réservé aux bons héritiers. 5e point, et c'est le plus politique, ce récit ne critique jamais l'institution carcérale. Il la réhabilite même par l'exemple. Elle l'a aidé, elle l'a protégé, elle l'a inspiré, elle l'a révélé. Tout ce qu'on comprend, c'est que si la prison fonctionne pour lui, c'est qu'elle fonctionne. Et si elle détruit les autres, c'est peut-être qu'ils font pas assez d'efforts ou qu'ils n'ont pas les ressources pour s'élever. Et à la fin, il sort de prison comme on sortirait d'un tombeau, prêt à enseigner au monde le regard doux acquis dans l'épreuve. Il se présente premier degré comme le Christ ressuscité. Bref, ce livre, il raconte pas la prison. C'est même pas la prison qu'on voit là, c'est un récit carcéral sans prison. Il raconte ce que devient en fait la prison lorsqu'elle tombe sur quelqu'un pour qui elle n'a jamais été conçue. Parce que c'est un lieu de tri, la prison. C'est un lieu de tri racial, de classe, symbolique, où certains vont se révéler et où les autres restent ce qu'ils étaient déjà aux yeux du système. La prison, elle est supportable que pour ceux qui n'étaient pas destinés à y rester. Et ce sont précisément eux qui ont le droit d'en faire un récit spirituel. Super vidéo, merci Camille pour la reco. Oui, et moi j'avais pas eu toutes ces analyses intellectuelles parce que j'ai pas toute cette culture qu'il a et tout. Mais moi ça m'avait fait trop rire, j'avais lu un extrait de son bouquin. Que j'avais piraté sur internet. C'est interdit, c'est illégal. Non, j'ai pas fait ça. Non. On n'incite personne. Bah non. Il parlait, c'était hyper drôle parce qu'il utilisait grave des métaphores et des trucs comme ça, du subjonctif et machin truc, juste pour parler du fait que son téléphone il était à 1,5 m de hauteur et que c'est compliqué de rester debout quand il passait ses appels téléphoniques. Oh chouchou. Voilà. Ouais, puis, imaginez déjà sa première inquiétude à Sarko, le mafioso, quand il est entré en prison, c'est comment il allait faire son footing de 1 heure. Monsieur était inquiet là-dessus parce que monsieur il s'est dit le seul truc qu'il aurait droit c'est une salle et un tapis de course et qu'il allait suffoquer, que ses petits poumons n'allaient pas supporter, donc MDR. Et puis je ne remercie pas les éditions Payard pour avoir édité et distribué ce torchon. Alors j'ai beaucoup de respect et d'édition et pour les maisons d'édition et les auteurs, tout ça. Mais là, MDR, comme quoi on peut écrire tout et n'importe quoi de nos jours et être publié, quoi. Moi j'ai vu le début de son livre, bon, j'ai plus la phrase exacte, mais en gros il dit, c'est de la toute première phrase de son livre, je suis un honnête citoyen, j'ai toujours payé mes impôts et tout. Oui, c'est en gros il se distingue des autres togards, genre lui il arrive en prison. Pour lui, c'est pas légitime. Du coup, il raconte son vécu de prisonnier en tant que blanc et bourgeois. Et il va se mettre en distanciation par rapport aux autres détenus qui, eux, sont les vrais méchants, quoi. Mais c'est une première quand même, une première pour un détenu soi-disant condamné à 5 ans d'emprisonnement. Moins de pas un mois après, il est déjà libéré. C'est jamais vu en France, et même, je crois même à l'étranger. Donc, Et justement, il y a un post intéressant de l'OIP, l'Observatoire international des prisons, si vous voulez, que vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur leur site, qui explique pourquoi factuellement Nicolas Sarkozy n'a pas connu la prison. Notamment, il n'a pas connu la surpopulation, l'insalubrité, l'absence d'intimité, la rupture des liens familiaux, la prolifération des nuisibles, etc. Enfin, il y a en fait tout un tas d'éléments qui montrent que Sarkozy n'a pas connu la prison comme les prisonniers et prisonnières la connaissent. Premier jour de détention, parloir. Alors que tout le monde sait qu'un parloir c'est minimum 1 mois. Mais Monsieur Sarko, non, c'est pas 1 mois, c'est 1 jour. Donc voilà, ça démontre bien un peu c'était pas le quotidien d'un détenu qui est relaté dans ce livre, c'est le quotidien d'un privilégié. Voilà un peu le. Il n'a pas vécu la prison comme tout le monde. Non, il tellement pas. Il a été traité comme un prince saoudien entre 4 murs, mais ça n'a jamais été le quotidien d'un détenu. Et moi j'ai l'impression que tout ça c'est beaucoup entretenu par le fait que la prison et l'institution pénale, ça a été créé par des bourgeois, par des gens riches, cultivés et qui veulent défendre leurs intérêts. Et du coup moi j'aimerais bien faire une petite transition par rapport à ça. Avec la diffusion d'un réel ou d'un short, ça s'appelle sur YouTube, bon bref, peu importe le nom, de Antipatriarcam, qui est une chaîne YouTube, je crois, qui traite de tout ce qui est antipatriarcal, donc contre le patriarcat, et de tout ce qui est prison. Du coup, c'est une chaîne YouTube qui est féministe et anticarcérale, si je me trompe pas, ou en tout cas ça tend vers ça.
et qui parle de pourquoi la vision de cette personne se dirige vers l'abolition pénale. Elle expliquera bien mieux que moi. C'est parti. Les affaires qui sont médiatisées ne permettent pas d'avoir une vision réaliste de ce qu'est la prison. Typiquement, si on cherche à tirer des conclusions de l'incarcération de Sarkozy, on va se dire « Non mais, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre 10 ans de prison et les effectuer ? Il faut avoir fait des choses absolument terribles !» Parce que, effectivement, ce qu'a fait Sarkozy, c'est grave, et au final, il a passé 21 jours en prison. Typiquement, si on est confronté au système pénal par le biais des violences sexistes et sexuelles, parce qu'on a porté plainte contre un agresseur ou qu'un proche ou une proche a porté plainte contre un agresseur, on va forcément aussi avoir des conclusions assez similaires. C'est-à-dire que, mais il a fait ça, et ceci, et cela, et c'était très grave, et c'était violent, et machin, et il n'y a aucune peine, il n'y a rien. Il a été relaxé, acquitté, innocenté, éventuellement il a pris un peu de sursis, etc. Là aussi, on va se dire que, punaise, les personnes qui sont incarcérées, les 85 000 personnes qui sont incarcérées, ça doit être des personnes excessivement dangereuses. Sauf qu'en prison, vous pouvez avoir des personnes qui ont volé pour se nourrir et qui se sont fait choper, et pour tenter d'y échapper, ils ont bousculé le vigile. Vous avez des personnes qui ont juste fait du petit trafic ou des petits vols pour tenter de s'en sortir dans la France de Macron. Vous avez des personnes qui se sont battues et ça a mal tourné, il y a une des personnes qui dans la bagarre s'est retrouvée gravement blessée. Ou pire. Alors attention, bien évidemment que si on étalait devant vous 85 000 casiers judiciaires des personnes incarcérées, vous trouveriez des personnes où vous considériez que telle ou telle chose, quand même, c'est vraiment extrêmement grave, et effectivement, vous trouveriez peut-être que la peine est justifiée. Perso, c'est pas mon cas, étant abolitionniste pénal, la prison pour personne, mais je sais très bien que ça arriverait. Et où je veux en venir avec cette vidéo, tout simplement sur le point que ce n'est pas parce que telle ou telle personne a commis des actes extrêmement graves et n'est pas condamnée, qu'il n'y a pas des personnes en prison qui sont condamnées pour des actes qui le sont beaucoup moins. Ce n'est pas parce qu'on voit dans les médias telle ou telle personne qui n'a pas pris de peine ou qui a pris une peine qui nous semble dérisoire pour quelque chose qui nous semble terrible, que forcément ça signifie qu'il faut commettre des atrocités absolument ignobles pour se retrouver en prison. Ce que l'État et le système pénal, dans les peines qu'il prononce, considèrent comme particulièrement graves, c'est pas forcément la même chose que nous. Typiquement, à titre personnel, je trouve ça excessivement grave d'exploiter des milliers et des milliers de personnes. Sauf que, quand c'est dans un cadre légal et qu'on remplit des cases administratives, ce n'est absolument pas illégal. Les affaires qui sont médiatisées ne permettent pas d'avoir une vision réaliste de ce qu'est la prison. Là, la vidéo, elle est finie, elle tourne en boucle. Donc, Ah oui, mince. Je m'étais déconcentré. Du coup, n'hésitez pas à aller retrouver cette vidéo sur la chaîne Anti-Patriarcam qui font du coup un travail... pour moi, en tout cas de mon point de vue, assez chouette. Et je trouvais ça bien et j'aimerais bien étendre ce sujet. Je ne sais pas si vous voulez participer à cette discussion, mais à l'essentialisation, en tout cas, moi j'ai l'impression que dans notre culture occidentale, on utilise énormément l'essentialisation en mode l'être humain est mauvais par nature pour alimenter ces discussions de toute façon on n'y arrivera pas et il faut enfermer les gens parce qu'il y aura forcément des méchants. Et nous on est les gentils et du coup faut qu'on se batte contre les méchants et la seule solution c'est de les mettre au placard et si vous voulez je peux vous diffuser un petit extrait qui parle un peu de ça. C'est plus avec des rêves philosophiques et un peu gros cerveau et tout, mais en vrai le mec il explique quand même assez bien, il cite ses sources et il détaille sa pensée, du coup je pense que c'est quand même pas mal accessible et ensuite on pourra dire ce qu'on en pense. J'essaye d'ouvrir le truc mais c'est un peu bloqué. ça arrive. Alors, tac, ok, c'est parti. Non. Ah, attends. Pour que ça marche. Ça, c'est globalement les commentaires que j'ai reçus sous ma vidéo qui traite de l'anarchisme. Mais est-ce que l'argument il est fondé? Et est-ce que invoquer la nature humaine, ça peut invalider une théorie politique? Eh bien, on va voir que c'est faux à deux niveaux. Déjà, la nature humaine, ça n'existe pas. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. On peut servir des travaux de Marshall Salins dans La nature humaine, une illusion occidentale. Là-dedans, il nous dit que le concept de nature humaine en tant que tel, il est flou. Prenons par exemple les deux grands penseurs qui ont théorisé la raison d'existence de nos sociétés. Donc Hobbes et Rousseau. Les deux ont théorisé un état de l'homme de nature. Sauf qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur les conclusions. Par exemple, Hobbes, il va parler d'un état de nature sauvage que l'État doit canaliser. Quand Rousseau,
il parle d'un homme bon et coopératif dont la force va être décuplée par l'État. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet, c'est plutôt que c'est pas les seuls à avoir essayé de déterminer ce que c'est la nature humaine. Et en fait, personne n'est vraiment d'accord. Salins, il nous dit que cette définition, elle dépend principalement de l'état social contemporain à l'écrivain. Par exemple, Hobbes, il a vécu des guerres atroces, donc il en a déduit un homme sauvage. Quand Rousseau vivait au siècle des Lumières, là où l'humanisme contemporain l'a poussé à imaginer un homme bon. Déjà, on voit que définir la nature humaine, c'est presque impossible. Mais ensuite, Hume, il nous dit qu'on ne peut pas définir une norme morale à partir de l'observation des comportements humains. Autrement dit, le fait de dire les êtres humains sont ainsi ne nous permet pas de dire ils doivent agir comme cela. Et ça, pour une très bonne raison, ça oublie l'importance capitale des institutions dans l'établissement de la norme morale. Ça s'appelle la plasticité culturelle. Si une société encourage la coopération entre individus et la justice équitable, alors la population ira grandement dans ce sens. Et ça, encore une fois, je l'invente pas, ça a été prouvé par Joseph Heinrich et une équipe d'anthropologues et d'économistes qui ont testé les comportements sociaux dans plus de 15 sociétés différentes sur tous les continents. Et en fait, il en est ressorti que le modèle de l'homo economicus, c'est-à-dire que l'homme est parfaitement rationnel et surtout égoïste, n'apparaît dans aucune de ces micro-sociétés. Ils ont en fait découvert une variabilité énorme. Notre tendance à partager ou à coopérer n'est pas gravée dans l'ADN, mais elle dépend bien de l'organisation sociale dans laquelle on se trouve. En gros, plus une société participe à des échanges marchands complexes, plus les normes d'équité entre de parfaits inconnus seront élevées. De même, lorsque la survie du groupe dépend d'efforts collectifs, les individus développent des normes de partage nettement plus généreuses. En bref, l'égoïsme, c'est pas une fatalité génétique, c'est surtout une variable ajustée par les institutions sociales et les nécessités de coopération. Mais pourquoi on pense l'inverse alors? Eh ben, on peut retourner voir ce que nous dit Salins. Pour lui, le concept même de définition de la nature humaine sert à justifier nos comportements et donc nos politiques. Et ça forme une prophétie autoréalisatrice. On construit tout un narratif autour de nos comportements qui permet de les placer dans la norme. Alors qu'en réalité, ce qu'on considère comme la nature humaine n'est que la description de comportements préexistants. Ça varie grandement selon les sociétés, les époques et les modes de vie. Et donc ça rend le concept vide d'un point de vue argumentatif. Et donc pour vraiment répondre à l'argument que la nature humaine est incompatible avec des sociétés alternatives comme l'anarchisme, c'est faux parce que l'humain il n'a pas de nature à proprement parler, encore moins de nature économique. Et même s'il en avait une, ça ne veut pas dire qu'une société qui irait à l'encontre de certains aspects de cette prétendue nature serait irréalisable. En fait, prétendre l'inverse, ça reviendra à considérer l'être humain comme figé dans le temps. On évolue, nos normes sociales avec, donc les sociétés ne sont pas immuables non plus. Ok, bah du coup, désolé, c'était un peu très philosophique et très... il faut réfléchir et citer Platon et tout. Mais moi, pourquoi j'ai diffusé cet extrait audio, c'est parce que je le mettais bien en lien avec l'anticarcéralisme. Parce que souvent, ce qu'on nous dit, c'est ouais, mais qu'est-ce qu'on fait des violeurs, des incestueurs, je sais pas si on dit comme ça, mais bref, des gens qui violent des enfants, ou qu'est-ce qu'on fait des terroristes et tout. Mais moi, je trouve que ça veut dire, quand tu dis ça, c'est que tu pars du postulat que l'être humain il est mauvais par nature et qu'il y aura toujours du crime et tout. Alors qu'en vrai, ça s'ancre beaucoup dans la société, et pour moi, c'est la société qui crée le crime. Du coup, bien sûr, à court terme, c'est hyper compliqué, et c'est vrai que là, si tu me mets un mec qui a violé un enfant devant mes yeux, bah, je vais pas forcément trouver d'autres solutions à court terme pour pas qu'il recommence. Mais par contre, si on veut avoir une vraie espérance et genre tendre vers une société plus juste, je pense que vouloir enfermer les gens, ça sera jamais vertueux. Et du coup, venez, on transforme la société et on fait en sorte que les crimes ils se commettent de moins en moins jusqu'à temps que on ait des gens qui se respectent, quoi. D'ailleurs, j'ai écrit un texte là-dessus sur les longues détentions, en fait, qui sont pas pertinentes du tout, parce que regardez, moi, pour prendre mon exemple, moi, j'ai pris du peine de criminel pour des délits, pour des vols de voiture, voilà, pour dire les choses. Et j'étais totalement inculte dans l'illégal. C'est-à-dire que je connaissais rien du tout à tout ce qui était illégal, tout ça. Et en fait, on vous incarcère pendant de très très longues années avec des gens qui ont des compétences et un savoir voilà, qui est parfois dangereux. Et moi, je suis une éponge. Ça veut dire que je retiens tout ce qu'on me dit. Et maintenant, je me retrouve avec des compétences et des savoirs totalement... voilà, je me suis retrouvé à discuter avec des gens que j'aurais pas discuté en temps normal. Ou pas, du coup, je les ai rencontrés en prison. Et du coup, il y a une espèce de choses comme ça où tu développes des savoir-faire qui peuvent t'aider, surtout, et qui sont terriblement tentants lorsqu'on sort de détention et qu'on a tout perdu, qu'on a parfois perdu jusqu'à nos liens familiaux, on n'a pas de logement, on n'a pas de ressources financières, on se retrouve à la limite à dormir sous un pont, parce que pour beaucoup qui sont abandonnés par leur famille et par le SPIP, en fait, le SPIP qui est une vaste escroquerie. Le SPIP, service pénitentiaire d'insertion et de probation, c'est juste en fait des surveillants en jupe crayon et en costard cravate. Mais sinon c'est les mêmes. Voilà, ils prennent pas le temps. On pourrait ouvrir les droits RSA, on pourrait ouvrir les droits CMU et les diverses démarches que les détenus entament à leur sortie.
Mais voilà, et voilà, il y a beaucoup de détenus qui se retrouvent sans aucune ressource pendant un mois. Et d'ailleurs, je tiens à saluer le CCAS, voilà, qui fait le travail que devrait faire le SPIP. Et voilà, à part te réclamer, est-ce que vous avez bien fait, est-ce que vous avez bien payé vos parties civiles, est-ce que vous suivez bien vos obligations. Ils ont que ça à la bouche, en fait. Rien dans l'accompagnement, rien dans les diverses structures qui peuvent accompagner les détenus sortant de prison, que dalle. Donc juste le SPIP MDR. Et voilà, c'est pas pertinent du tout de mettre une personne de manière prolongée. Voilà, comme tu disais, Camille, tu vois, le temps de mettre en sûreté en fait les trucs et trouver des réelles solutions d'accompagnement et de déprogrammation de certaines personnes qui peuvent avoir subi des traumatismes dans l'enfance qui mènent à des parce que personne ne naît violeur, personne ne naît trafiquant, personne ne naît cambrioleur. Voilà, c'est souvent en réponse en fait à des problèmes financiers, parce que voilà, les bourges en fait contribuent à l'appauvrissement de la société, et voilà, et c'est toujours les mêmes qui en pâtissent. Et voilà, des fois aller faire un cambriolage, monter sur un braco, voilà, c'est pas du tout recommandé, et il faut pas le faire. Mais je peux comprendre en fait le raisonnement et le schéma psychologique qui mène à ces faits, parce que voilà, ils n'ont pas d'autre solution, surtout quand on voit la montée du RN qui crache en fait sur les étrangers. Mais eux, ils sont bien, ils ont aucun problème de racisme. Quand ils vont faire une demande d'emploi, ils ont le nom qui va bien. Ils n'ont pas le nom en fait, qui pose problème et qui fait qu'on va vous rappeler, mais en fait on vous rappelle jamais. Et voilà, les factures s'entassent. Et il y a beaucoup de. Alors on pourrait en parler pendant des heures, mais voilà, personne ne naît délinquant. C'est juste une voie de cause à effet. Et voilà, personne ne prend plaisir à prendre du ferme et prendre des peines lourdes. Voilà, c'est juste mon analyse. Et à côté de... Ah, tu veux dire un truc? Tu veux y aller ou je vais... Vas-y, moi j'ai déjà assez parlé. Je trouve un exemple aussi assez parlant du fait que il n'y a rien de génétique ou de truc impossible à changer dans la violence. C'est que on voit que les faits de violence, ils surviennent bien plus dans des contextes où il y a un lien d'autorité ou de domination d'une personne sur une autre. Typiquement un supérieur hiérarchique, un patron sur un employé, un parent sur un enfant, etc. Et du coup, ça montre qu'il y a des causes sociales, sociologiques à la violence, et que c'est pas un truc qu'on peut pas changer, quoi. De ouf. Et du coup, j'ai l'impression que nos dirigeants politiques, ils font genre qu'ils s'intéressent aux causes profondes, genre Macron qui dit je vais faire du féminisme la cause première de mon quinquennat ou je sais pas quoi. Et à côté de ça, il y a sa meuf Brigitte Macron, qui va traiter de sale conne des meufs qui vont, des militantes qui vont essayer d'alerter sur le fait qu'il y a un artiste qui est un violeur. Parce que oui, l'art c'est politique, et le fait qu'il y ait un artiste violeur se représente, c'est un vrai problème. Donc du coup, bref, pour moi c'est hypocrite et ça me saoule. D'ailleurs, juste comme ça, hors contexte, hein, mais big up et grosse force aux agriculteurs qui sont en action là en ce moment là sur les autoroutes et qui réclament, qui réclament, juste des moyens de travail et des rémunérations et plein de choses qui ne vont pas, parce que on dénonce nous le système carcéral, mais les gros problèmes de gestion et d'organisation sur pas mal d'institutions, je pense aux hôpitaux, je pense aux enseignants, je pense aux agriculteurs, c'est le bordel. Ouais. Et voilà, c'est une France en fait qui est en train d'être terriblement mal gérée par des pingouins en costard-cravate dans des bureaux qui n'ont aucun en fait recul sur la réalité des choses. Et c'est vrai sur le système carcéral, mais grosse force à vous, agriculteurs, et ne lâchez rien. De ouf, big up à la Confédération Paysanne et nique la FNSEA, qui est un syndicat d'extrême droite. Je crois que c'est un syndicat. Bref, faut pas faire confiance à la FNSEA. Bien dit. Est-ce que vous voulez prendre la suite ? Ouais, alors nous, on voulait partager un post Instagram qui vient de l'Envolée Journal. J'en profite pour parler un peu de l'Envolée, d'ailleurs.
Donc l'Envolée, c'est quoi ? Vous connaissez sûrement l'Envolée, c'est un journal gratuit qui est pour les détenus et pour les non-détenus. Donc c'est 15 € pour les non-détenus et c'est gratuit pour les détenus, pardon. Il y en a un par trimestre et c'est un mélange de témoignages, de recueils de textes, d'actualités. C'est super. Vous pouvez leur écrire à l'adresse 1 rue de la Solidarité, 64 019 Paris. Donc c'est l'Envolée. Et vous pouvez aussi les contacter par mail à contact@lenvolée.net. L'Envolée sans apostrophe. Lenvollee, pardon. Donc là, on va lire un post Instagram qui parle de Maubaine. Donc j'y vais. Prison, soutenons Maubaine, frappé d'un transfert punitif pour avoir écrit un livre de recettes de cuisine. J'aimerais que ce livre contribue à combattre les idées préconçues sur la prison et à briser les stéréotypes souvent associés à ceux et celles qui s'y trouvent, dit Maubaine. Les 77 recettes de Mange ta peine, c'est le titre du livre, gourmandes et faciles à réaliser avec des moyens limités, sont précédées d'un entretien qui documente la vie à l'isolement carcéral. Pour Maubaine, l'art de cuisiner est devenu un moyen de survivre et l'apprêté de ce régime qui est assimilé à une torture blanche par la Cour européenne des droits de l'homme. Son inventivité culinaire, sa poésie, ses analyses autant que sa générosité nous ont convaincus de la nécessité de publier Mange ta peine. Conçu au cœur d'un dispositif qui tend à déshumaniser, ce livre est une leçon de partage, d'humanité et de combativité. Le 18 novembre 2025, peu après la parution de son livre, une équipe de surveillants cagoulés transfère Maubaine au QLCO, le quartier de lutte contre la criminalité organisée de Condé-sur-Sarthe. Or, le livre n'a pas été écrit à l'insu de l'administration. Il est le fruit de conversations téléphoniques légales entre Maubaine et Gaël Oauro, qui les a retranscrites. Maubaine avait quitté le quartier d'isolement pour rejoindre la détention dite normale il y a 1 an. Il n'a pas utilisé de moyens de communication illégaux. Il est déjà conditionnable à ce jour et libérable d'ici 3 ans. Tant que cette décision sera maintenue, Maubaine verra ses proches derrière une vitre en plexiglas. Maubaine n'aura plus que 4 heures de téléphone par semaine, avec 3 interlocuteurs autorisés. Pour un homme en fin de peine, cette désociabilisation semble pour le moins contradictoire avec la mission de réinsertion supposément attribuée à la prison. En effet, ces nouveaux QLCO constituent une nouvelle variante encore plus poussée de l'isolement. Éditeurs et éditrices, journalistes ou libraires, personnes et organisations investies dans la question carcérale et dans la défense de la liberté d'expression, mobilisons-nous, manifestons notre solidarité avec Maubaine. Il faut que cette mesure punitive intolérable prenne fin le plus rapidement possible. Donc voilà, tout soutien à Maubaine. On retrouve ce post où du coup ? C'est sur le compte Instagram de l'Envolée, le journal de l'Envolée. Excellent l'Envolée. C'est trop bien. Pour rappel, il y a un petit journal l'Envolée où ça partage un peu la parole des détenus et des anciens détenus. Et aussi, il y a une radio qui diffuse en fait une émission de radio un peu comme nous, ce qu'on fait ici à 94 sur les réalités carcérales. Et qui diffuse sur les ondes, notamment je crois que c'est sur la région parisienne, mais qui est accessible sur toutes les plateformes d'écoute en streaming. Donc je vous invite vivement, si vous êtes sensible aux conditions de détention inhumaines, et puis n'hésitez pas à aller checker, vous allez voir, c'est très très bien réalisé. Ah oui, tant qu'on parle des autres radios anticarcérales, moi ça me fait penser qu'on peut parler aussi de ce qui va se passer à Noël le 24 décembre. Je sais pas si Norman, tu veux expliquer un peu ? Oui, alors c'est vrai que j'ai été en entretien téléphonique toute la soirée hier pour toute la soirée peut-être pas quand même, mais bon, je me suis longuement entretenu avec une animatrice bénévole aussi de l'émission de radio Zonzondes qui va le soir de Noël. Le 24 décembre, de 20h à minuit, diffuser des messages, des vocaux, des dédicaces musicales à l'intention des personnes incarcérées qui émanent de leur famille et de leurs proches, ce qui est somme tout à fait normal, parce que pour la plupart des détenus, et même pour l'intégralité des détenus, ne fêtent pas Noël. Parce que quand tu es incarcéré, que tu es en chien dans la cellule, tu n'as pas le cœur et la tête à festoyer. Mais
entendre la voix de sa maman ou de sa sœur ou bref de son papa, ça peut faire plaisir. Donc n'hésitez pas je vais partager cet après-midi sur la page Facebook de l'émission. Trop bien. Et si vous voulez nous écrire dans les studios, voilà, il y aura toujours moyen d'insérer des vocaux et des messages. Et moi, le 24 décembre, je serai dans les studios ici, j'ai eu l'autorisation. Merci et voilà, offrir un peu de temps pour soutenir toutes ces personnes qui subissent un isolement intensif, qui rend fou. Alors après, on se dit ouais, mais c'est tous des fous. Mais c'est le système carcéral qui rend fou. Donc faut pas s'étonner. Et tant qu'on fera pas un peu de lien humain et d'accompagnement et voilà, d'essayer de comprendre en fait les personnes détenues au lieu de les maltraiter et de leur tarter la gueule, et, bref, de leur casser leurs cellules, de leur prendre leur téléphone, parce que c'est tous des voyous. Non, c'est pas des voyous, c'est des gens qui souffrent et qui sont en profonde détresse. Et à ce moment-là, on se dit au 24 décembre, soyez nombreuses sur les ondes. Tu voulais dire un truc Ouais, pour préciser, de ce que j'ai compris, c'est cette émission du 24 décembre, ce sera une émission qui sera généralisée avec toutes les radios anticarcérales de France. On aura le même flux de diffusion, logiquement. Oui, c'est ça. On pourra rajouter des choses, mais logiquement, on diffusera pareil que les autres. Voilà, je voulais juste ajouter cette précision. Voilà, il y aura peut-être une version 94 un peu spéciale où il y aura quelques micros qui vont s'ouvrir pour foutre le dawa et partager un peu de good vibes, toujours. En tout cas, soyez au rendez-vous. Il nous reste 10 minutes. Je pense que c'est le temps parfait. On s'était dit qu'on voulait vous partager notre nouvelle charte. En gros, actuellement, on est 8 bénévoles qui tournons à 94 degrés à l'ombre. Du coup, ce qui est peu. Et on aimerait bien un peu étendre ça et faire en sorte que les gens nous rejoignent et notamment que les gens viennent d'horizons différents. Parce qu'actuellement, on est soit des anciens togards, soit des militants. Mais pas oublier que à partir du moment où on a connu l'enfermement, où on veut militer contre, on peut rejoindre 94 degrés à l'ombre. Et du coup, moi, je voudrais vous proposer qu'on se lise cette charte à plusieurs. Je l'ai ouvert sur cet ordi, je l'ai sur le mien. Tim, je crois que tu l'as aussi. Je sais pas si on aura assez de temps, mais au pire, on coupera quelques parties. Et globalement, ça présente qui on est et ce qu'on pense à peu près et comment on fait pour nous rejoindre. Du coup, Tim, tu veux peut-être commencer? Ok, carrément. Trop cool. Salut, on est l'équipe de l'émission de radio 94 degrés à l'ombre qui passe chaque dimanche de midi à 14h sur Canal B, 94 FM à Rennes et sur les plateformes de podcast en tout genre, même si nique Spotify. Qui on est? 94 degrés a été créé par le Génépi Rennes, une asso étudiante qui faisait de la radio et des ateliers culturels en prison partout en France. Au fil du temps, leur critique de la prison s'est radicalisée et ça a rendu impossible la collaboration avec l'administration pénitentiaire. Et elles ont fini par se dissoudre. On est maintenant une équipe de bénévoles d'horizons différents, militants, militantes anticarcérales, queer et féministes, ex-tolards, tolards des proches, personnes concernées par les lieux d'enfermement, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Avant tout, on fait de la radio. On crée du lien entre l'intérieur et l'extérieur, en particulier pour les tôles rennaises, dans un but de solidarité et de rupture de l'isolement. Pour nous, les tôles, c'est tous les lieux d'enfermement, qu'ils soient judiciaires, administratifs, psychiatriques, scolaires, prison des femmes de Rennes, prison des hommes de Vezin, centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande, hôpital psychiatrique Guillaume Régnier, prison pour mineurs, etc. Pour faire ça, on diffuse des messages interposés et des dédicaces musicales que nous envoient les détenus et leurs proches. En parallèle, on apporte du soutien aux tolards-tolardes en écrivant des lettres, en prenant des nouvelles, en relayant des enquêtes, en tractant au parloir. En ce moment, on galère un peu. Également, ce qui se passe dans ces lieux est souvent mis dans l'ombre. Donc on cherche aussi à visibiliser et politiser ces violences. Donc depuis quelque temps, en plus de la partie dédicace, on prend 1 heure pour traiter des actualités, relayer des témoignages et débattre avec des invités quand on y arrive. C'est le point info. C'est ce qu'on fait maintenant. Exactement. Quelqu'un veut poursuivre ? Positionnement politique et éditorial. C'est pas nécessaire de partager exactement les mêmes opinions politiques pour participer à l'émission, que ce soit vis-à-vis de la justice, de la prison ou d'autres choses. Les propos tenus pendant les émissions engagent les personnes qui les tiennent, sauf si c'est des propos discriminants. Là, on a une responsabilité de se reprendre entre nous. C'est chill aussi si la théorie c'est pas trop ton truc et que notre façon de dire les choses ne te parle pas tant.
Cependant, voilà en quelques mots ce qui nous rassemble et qui donne une idée de ce qu'on entend par émission anticarcérale. On ne cherche pas à savoir pourquoi les détenus sont inculpés, car c'est pas nécessaire pour notre activité. Les médias le font déjà bien assez. Les émissions sont diffusées dans un but de solidarité et de rupture à l'isolement. Ça ne signifie pas que nous excusons les actes pour lesquels les personnes subissent des peines de prison. Ce n'est juste pas le sujet. En parallèle, en aucun cas nous ne tournons de discours visant à culpabiliser les victimes, qu'elles aient porté plainte ou non. Ce choix leur appartient totalement et elles méritent tout notre soutien, quoi que l'on pense des peines prononcées par ailleurs. Tendre vers l'abolition de la prison ne consiste pas à nier les violences qui existent au sein de la société, ni à minimiser les conséquences qu'elles peuvent avoir pour les victimes. Notre constat, c'est que la justice punitive n'est pas en mesure de réduire ces violences, mais qu'elle les entretient, voire les accroît. Plutôt que de mettre du temps et des moyens pour répondre aux besoins des victimes et transformer les conditions qui ont permis les violences, la justice se concentre sur les punitions de certaines auteurs. Dans Le Point Info, les explications sociologiques et psychologiques qu'on peut utiliser ne sont pas des excuses, mais des mises en perspective qui nous permettent de réhumaniser les détenus, systématiquement mis au placard par la société. La majorité des personnes qui se retrouvent en tôle sont celles qui subissent la précarité, le racisme ou encore la marginalité. Pas parce qu'elles sont par essence plus violentes, mais parce que quand l'école ne veut pas de nous, qu'on est discriminé au taf, qu'on n'a pas de thunes, on va vers les activités qualifiées comme illégales pour survivre. Les deux principales causes d'enfermement sont le vol et le trafic de stupes. Et même si ce qui est qualifié comme illégal a un sens politique. Une personne qui vole dans un supermarché encourt 3 ans d'emprisonnement. Un patron qui vole le travail de ses salariés n'encourt aucune peine. En plus, on n'est pas toutes confrontés de la même façon à la police. Quand on se fait contrôler au faciès 15 fois par semaine, on risque plus de se faire choper avec de la drogue sur soi que quand on est blanc ou blanche. Pour nous, la prison est un outil du capitalisme et de l'impérialisme. En gros, elle permet que les dominantes y aient le reste, et que les riches fassent encore plus de profit sur le dos des peuples et des ressources. Et ça parce qu'avec la police et la justice, l'enfermement met à la marge les violentes les plus exploitées. Il fait exister l'idée qu'il y a des humains fondamentalement dangereux pour la société, ce qui permet de justifier le contrôle massif et la répression des populations, par exemple les révoltes pour Naël, les gilets jaunes, le contrôle aux faciès et beaucoup d'autres. Donc on s'oppose à la prison, mais aussi aux peines considérées comme plus douces, les amendes, les bracelets électroniques ou enfermement en milieu ouvert. Elles font partie de ce système qui précarise et isole toujours les mêmes. De façon plus ou moins liée, les hôpitaux psy ou les foyers pour handicapés ont aussi pour rôle d'enfermer avec violence les personnes considérées comme déviantes, dangereuses ou inadaptées. Et d'ailleurs, c'est plutôt la psychiatrie que la tôle qui enferme les meufs et les queers. Tu l'auras compris, à 94 degrés, tu peux aussi venir lutter contre le contrôle social, l'autorité ou encore la surveillance qui existe ailleurs que dans l'institution judiciaire, le travail, l'école, la famille, etc. Comment on s'organise? Là, ça devient plus concret. Il n'y a pas de pression à la charge de travail ou aux compétences. Il n'y a pas non plus d'engagement à apprendre et pas besoin d'être là chaque dimanche. On vient quand on veut, quand on peut. Généralement, on se dit la veille qui sera là ou pas. On travaille pas mal à tendre vers l'horizontalité. Pour l'instant, ça marche bien, tout le monde tourne sur les rôles. Notre but, c'est de donner la parole à qui veut bien la prendre. Il n'y a pas d'histoire de légitimité, pas de profil recherché. Par contre, on va toujours privilégier l'écoute des concernés. Par ailleurs, lorsque nous invitons des proches de détenus, il nous paraît important que ce soit à eux de choisir les modalités et la construction de l'émission, leur besoin étant souvent d'obtenir la vérité, pas de discuter théorie politique. Comment nous rejoindre ? À partir de janvier 2026, le premier dimanche de chaque mois, on fait une émission chill destinée à l'accueil des nouvelles personnes intéressées. Aucune obligation de participer, même si c'est juste pour regarder, tu es bienvenu. Il suffit d'envoyer un petit message, le contact est en fin d'article. La radio, ça fait peur et c'est pas donné à tout le monde d'y avoir accès, mais pas de panique, on est une radio amateur, on a tous commencé quelque part et sans gros bagage politique. La plupart des gens sont venus par curiosité, certaines ont kiffé, d'autres non, bref, aucune inquiétude. Camille, tu veux faire la conclusion ? Vas-y. Bref, on n'est pas des expertes du système carcéral, mais seulement des militantes concernées et des personnes concernées par l'enfermement souhaitant réfléchir et discuter de l'abolition de la prison sous toutes ses formes. Nous essayons de préparer nos émissions pour relier des actus, des analyses, des récits de prisonniers et prisonnières, des ressources, tout en souhaitant laisser de la place au discours spontané et au droit à l'erreur,
dans la prise de parole. Notre objectif n'est pas d'apporter un discours fini, calibré ou parfait sur l'abolition des prisons, mais surtout d'accueillir et de diffuser différentes paroles liées à la critique de l'enfermement, quelle que soit leur forme ou leur tonalité. Alors, on se dit à dimanche ? Clin d'œil. Clin d'œil. Clin d'œil. PS, on est aussi grave ouverte pour bosser avec des collectifs ou juste de relayer votre parole par téléphone le temps d'une émission, tant que t'es pas maton. Donc bref, n'hésitez pas à nous contacter à 94degrés@protonmail.com, ou sinon vous nous appelez ou vous nous envoyez un courrier, donc c'est au 02 99 52 77 66, et courrier au 6 cours des Alliés, 35 Migraine, Canal B, et du coup l'émission 94 degrés à l'ombre. Cet article est à retrouver sur expansif.info. On peut aussi publier, je pense, la charte sur Facebook. On mettra sur Facebook, vas-y. Et du coup, il y a plein de ressources complémentaires. Et il nous reste 1 minute si tu veux conclure, Tim. Non, je reprends après la parole de manière un peu abrupte, juste pour dire qu'on va devoir vous le laisser, vu qu'il est 59 et il ne faut pas qu'on déborde sur on n'a pas le droit de dépasser, on ne dépasse pas les limites. Désolé, vous n'aurez pas de musique de fin. Oui. Mais on vous dit bien sûr à dimanche prochain. De ouf. On espère que vous avez kiffé l'émission. Force à tout le monde, force au Tollard. Un gros big up au petit loup du CPF, du CPH de l'agglomération rennaise et en généralité à toutes les tôles. Fuck le Heps et bon dimanche à toutes et à tous. Bisous, bisous. Fuck le Heps comme tu dis. À la semaine prochaine. Allez sur expansif.info retrouver notre article. C'est un média militant. À plus. À plus. À plus.